Donc aujourd'hui, un petit moment, une 25 minutes à peu près, hein, sur NIS2 cyber-résilience. Donc le sujet, c'est d'étudier un peu les enjeux et les solutions pour l'industrie européenne. Alors NIS2, ça n'a pas simplement changé le niveau d'exigence réglementaire qui s'intensifie, mais on va avoir des besoins vraiment au quotidien en fait, pour les industriels qui doivent changer leur gouvernance, leur manière de fonctionner et faire évoluer leurs pratiques. Alors on va discuter un peu de tous ces éléments-là, donc absorber un incident, protéger les actifs, etc. Et pour se présenter et faire un petit tour de table, on va commencer par une petite question à chacun. Peut-être une petite question à David Hofer, qui est président de la Fédération française de la cybersécurité, à qui on peut demander par exemple les trois défis majeurs en fait, qui vont aujourd'hui concerner les industriels français en matière de NIS2, histoire de rentrer un petit peu dans le sujet. Bonjour à toutes et à tous. Trois défis, je ne sais pas s'il y en a que trois déjà. Alors, mais disons que, alors on va reprendre peut-être un peu le contexte global de Nice 2. Alors il y avait Nice 1, c'est pour ça que ça s'appelle Nice 2. L'objectif, c'est quand même d'augmenter la résilience de certains secteurs de l'activité économique européenne, avec des catégories d'entreprises par secteur d'activité, donc par vertical métier, et puis en fonction de la taille et du chiffre d'affaires des entreprises, en fait, de les catégoriser de manière à savoir si elles représentent un intérêt stratégique européen. Alors cette réglementation européenne, elle se décline dans les différents pays et elle vient imposer aux dirigeants des entreprises concernées un changement de paradigme, notamment dans l'approche de la cybersécurité. C'est pour ça qu'on en parle en termes de cybersécurité, mais en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la réglementation, vous avez deux volets. Vous avez un volet gouvernance et vous avez un volet technique. Or, le volet technique était déjà plus ou moins maîtrisé et ce qui change beaucoup, et pour répondre plus directement à la question, ce qui change beaucoup, c'est ce changement de paradigme pour les dirigeants, pour les COMEX, où on va être obligé finalement de prendre en compte la gouvernance de la cybersécurité, mais surtout de la résilience de l'entreprise au niveau des directions, avec une implication forte des directions qui sont obligées, je dis bien obligées de par la réglementation, à valider toutes les mesures de cyberdéfense qui vont être mises en place et d'assurer un suivi. Alors, les défis, il y en a beaucoup, mais les défis majeurs, c'est le changement de paradigme parce que les dirigeants doivent mettre leur autographe sur les plans de résilience de leurs entreprises. Il va falloir trouver des budgets pour le faire, parce que très souvent, la cybersécurité, c'est le parent pauvre de l'IT. Alors déjà que l'IT, c'est le parent pauvre dans les entreprises, la cybersécurité, ça l'est encore plus, parce qu'on croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Mais en fait, on va être obligé d'allouer des budgets parce que cette notion de gouvernance, finalement, de la résilience de la donnée et donc de la résilience de l'entreprise, elle va avoir des implications fortes avec des amendes à la clé qui vont être très salées puisque on parle de pourcentage du chiffre d'affaires mondial. Et là, ça va dissuader ou ça va encourager plutôt certains à s'engager sur la cybersécurité. Je finirai juste par un petit mot. Même s'il y a beaucoup de contraintes, il faut quand même le voir comme une opportunité de résilience des entreprises. Au quotidien, je vois beaucoup d'entreprises qui sont défaillantes et qui partent en RJ parce qu'elles ont eu des cyberattaques et que rien n'avait été prévu par les dirigeants. Donc ça génère beaucoup d'impact sur l'économie, sur le tissu économique. C'est tout l'intérêt de cette réglementation. Très bien, oui. Un changement de paradigme. Alors Marc Engelstein, vous êtes Cyber Security Design Authority chez Hitachi Rail RCS, c'est bien ça? Voilà. Et donc si on regarde cette transformation NIS2 et qu'on essaye d'en dégager des éléments de trajectoire opérationnelle, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait identifier comme éléments clés? Aujourd'hui, il y a une grande partie de ce qu'on va retrouver sur NIS2 qui se retrouve aussi sur... Bien, rapprochez le micro. Qui se retrouve aussi sur ce qu'on fait comme activité dans le cadre de la certification ISO 27001. Et donc ce qu'on va essayer, c'est de pérenniser les activités qu'on fait sur 27001
par rapport à ce qui est demandé sur NIS 2. Donc, en fonction des pays, les exigences des autorités de régulation sont différentes. Mais on voit par exemple en Belgique, il y a un grand alignement entre 27001 et NIS 2, ce qui a priori ne sera pas le cas en France. Ce qui nous pose un certain nombre de soucis, parce qu'on ne peut pas tout faire et qu'on a des budgets qui restent limités. D'autre part, comme on est très... Parce que les Français sont plus créatifs, c'est ça c'est ça, oui. Et d'autre part, comme on est très très en retard sur NIS 2, qui a pratiquement 2 ans de retard maintenant, ça va se télescoper avec une autre réglementation européenne qui est le CRA, qui, elle, impacte la cybersécurité des produits que l'on construit. Mais en termes de budget, on se retrouve avec des fortes limitations parce qu'on a 2 activités à mener en parallèle qui demandent un effort conséquent et qui, les 2, demandent une implication de la direction des entreprises. Oui, donc on aura un axe sur les produits, en plus de l'axe NIS2, et puis on a d'autres choses qui arrivent avec de la sécu sur l'IA, etc. Donc, nous aussi, on a en plus de CRA, on a la directive RED, donc la cybersécurité RED, donc Radio Equipment Directive, qui est quelque chose de supplémentaire qui normalement devait être fusionné avec le CRA, mais à cause du retard du CRA, ça nous fait 2 directives supplémentaires. Donc on reviendra sur tous ces éléments-là petit à petit. Alors si on essaye d'approfondir un peu le sujet, David, peut-être on pourrait se demander quels sont les écueils les plus fréquents que l'on a lorsqu'on essaye d'aller vers ce NIS2 et comment on peut essayer de traiter ça lorsqu'on est un patron de PMI, quoi, en fait. Hein. Alors, les écueils. Alors encore une fois, c'est très compliqué de répondre directement à dire quels sont les écueils. Oui, il faut le contexte en fait. Les difficultés qu'on rencontre souvent, elles viennent des budgets. Parce qu'il faut à un moment parler chiffon. Donc en fait, pour avancer et se mettre en conformité avec la réglementation, comme d'ailleurs avec toutes les réglementations, la problématique c'est qu'il faut des ETP pour le faire, il faut des budgets, il faut des moyens. Et même si au niveau de la gouvernance de l'entreprise, on est conscient du sujet et on veut y aller, à un moment, on dit il faut que je déshabille Pierre pour habiller Jacques. Et ça, c'est un vrai sujet, une vraie problématique. Donc ça, c'est le vrai gros écueil qu'on voit au démarrage. Ensuite, il faut avoir des compétences. Et très souvent, on va rechercher et on va dire au DSI, tiens, ou au RSSI d'ailleurs, c'est de la cyber, c'est de l'IT, tu t'en occupes. Quelle erreur! Parce que en fait, on s'aperçoit très souvent que, les DSI, quand il y en a, ou les RSSI, quand il y en a dans les entreprises, ils sont déjà submergés. Donc, aller leur remettre sur la tête un nouveau dossier aussi complexe, c'est très compliqué. Il y a une notion de risque, donc il y a la notion de compliance. Et le troisième écueil qu'on a, c'est que, je me limite qu'à 3, pour ne pas monopoliser le temps de parole, mais le troisième écueil qu'on a, c'est que cette réglementation, elle est transverse dans l'entreprise. Et notamment dans l'industrie, où on a des chaînes de production, des chaînes logistiques qui fonctionnent aussi avec du numérique. Et donc finalement, ça va toucher l'ensemble des cœurs de métier en transverse. Et il faut quelqu'un qui soit capable de parler avec tout le monde de manière à coordonner ça. On le retrouve avec une autre directive qui a imposé aussi cette méthodologie, c'est la directive DORA, qui est à peu près la même chose que NIS 2, mais pour le secteur bancaire et financier. Et assurance. Et assurantiel, bien sûr. Et on voit que dans les entreprises, c'est extrêmement chronophage. Ça demande, moi j'ai vu, puisque je travaille régulièrement sur ces sujets-là aussi au quotidien, certaines entreprises, c'est 2 à 3 ETP de plus uniquement pour traiter de DORA. NIS 2, ça va être pareil. Alors dans les grands groupes, il y a des possibilités. En revanche, la problématique va se poser sur les PME et sur les ETI. Les ETI ont peut-être un peu plus de moyens, mais quand même, aujourd'hui, vu tout ce qui leur tombe dessus, c'est compliqué. Et les PME, là, il y a un vide sidéral. Personne n'est capable de dire comment est-ce que les PME vont mettre en place ces directives. Alors ça, c'est un vrai sujet. Donc, vous avez évoqué Dora, qui est une Lex spécialiste, en fait, un peu plus étoffée.
sur laquelle on travaille. Moi, je travaille aussi dans une banque, donc c'est pour ça. Et à côté de ça, on a un NIS2 qui se veut générique, appliqué par pays. On a en fait quand même un NIS2 en transversal sur les MSP, etc., les Managed Service Providers, en fait. Et une des questions qu'on peut se poser, je me tourne vers moi, c'est justement quand on a une espèce de diagnostic qui se fait jour, comment on arrive à passer de ce diagnostic à quelque chose qui est une trajectoire un peu plus opérationnelle. Parce que c'est ça qui est difficile. C'est très compliqué. Alors pour une raison déjà assez simple, c'est qu'il y a très peu de ressources expertes en cybersécurité sur le marché. Donc même si on a des moyens pour embaucher, on a énormément de mal à embaucher parce qu'il n'y a pas de ressources. Donc ça c'est un vrai sujet. Et puis j'aurais tendance à dire, pour rebondir au passage, c'est que même les ressources concernées ne se laissent pas embaucher. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui veulent travailler dans 2-3 endroits. Et voilà. Et nous, on a des entreprises un peu partout en Europe. Et la difficulté qu'on a aussi, c'est que les réglementations ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Donc il faut être capable d'analyser l'ensemble des décrets d'application de chacun des pays sur lesquels on a des filiales pour comprendre les différences entre les différents pays. Et ça, c'est aussi très chronophage. Ça, c'est un petit côté gabégie. Hein. Non seulement on a différentes réglementations qui arrivent, mais pour certaines d'entre elles, on n'a pas une réglementation unique. Donc on l'adapte par pays. Sauf que pour une entreprise qui a des usines un peu partout, il va bien falloir s'adapter. Alors, qui a commencé, c'est en 2022 que ça a commencé cette histoire-là. 2024, on a commencé en Belgique, en fait. Aujourd'hui, on est en 2026. Bon, peut-être que nous, avant 2030, on y arrivera. Moi, je pense cette année, mais normalement, simplement, quand on a 3, 4, 5, 6 usines en Europe, dans chaque usine, on a un cas, finalement. Voilà. Donc, on sait aujourd'hui, puisqu'on a un gros centre en Italie, on sait que la réglementation en Italie est très différente de ce qui semble arriver en France. Et encore une fois, en France, la loi n'est pas votée. Donc, les décrets d'application n'existent pas. Mais on doit quand même se préparer parce qu'une fois les décrets d'application votés, on aura 9 mois pour être conforme. Aujourd'hui, c'est à peu près ça qui est annoncé. Donc 9 mois pour se mettre en conformité sur une réglementation de la taille de NIS2, c'est juste pas possible. Non, c'est quelque chose qui est donné plutôt par des énarques, je pense, mais pas par des praticiens, parce que nous, on le sait que même si on commence maintenant, à la fin de l'année peut-être. Bon, après, on sait que l'ANSSI n'aura pas forcément non plus les ressources pour auditer les industries. Donc ça nous laisse un peu de marge. Ça laissera un peu de temps, ouais, c'est ça. Mais ça n'empêche, c'est une réglementation, donc on doit se mettre en conformité. Donc on doit préparer notre entreprise pour être conforme à ce genre de réglementation. Et comment on peut essayer de conseiller les dirigeants de PMI sur le travail, peut-être sur les services critiques, sur les processus, les actifs critiques, les services essentiels, parce que si on doit être pragmatique, finalement, on va commencer par ce qui est le plus bloquant. On va commencer par une analyse de risque. Et puis le plus bloquant dans la prod aussi. Et comprendre où est-ce que sont les points faibles de l'entreprise. Parce qu'en fait, ce que disait tout à l'heure, c'est que effectivement, beaucoup d'entreprises ont subi des attaques avec des attaques de ransomware qui les ont mis par terre. Et donc ce qu'il faut pour une entreprise, ce qui est essentiel pour une entreprise, c'est qu'elle soit résiliente à ça. Et donc le focus de l'entreprise doit être de se mettre en ordre de marche pour ne plus avoir un risque important sur ce type d'attaque. Alors, peut-être, Marc, David, on peut regarder les choses sous un angle aussi un peu différent, c'est-à-dire si on se pose la question de la souveraineté numérique en fait, et de l'innovation, comment on peut faire ça sans freiner les projets industriels? Parce que des projets, on en a en industrie. Et tout à coup, il nous arrive cette réglementation, là, bang. Alors, vous voyez mon large sourire. Vous avez dit le mot qui fâche, souveraineté numérique. Donc moi, je me bats pour la souveraineté numérique depuis, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans. Bon, j'ai écrit de très jolis textes sur le sujet, donc on va mettre de côté la souveraineté numérique. Ouais, c'est pour titiller un peu. On va mettre de côté la souveraineté numérique. Hein. Quand vous n'aurez plus de Microsoft sur vos ordis et que vous travaillerez plus avec des ordis HP ou c'est quoi que vous avez Apple, on parlera de souveraineté numérique à ce moment-là et j'en serai très heureux, mais je pense qu'on en est très loin. Mais le problème de la souveraineté, pour y revenir une seconde, ce n'est pas la souveraineté en soi. La problématique, c'est de pouvoir être souverain sur ces données. En fait, tout le sujet, il est là. Ouais, quand on parle de souveraineté, le vrai sujet, c'est de savoir où on met le curseur. Donc, dire qu'on veut du tout français, 100% français, ça n'existe pas, on ne pourra pas le faire. Enfin,
pas dans les 10 prochaines années en tout cas. Je ne vois pas un seul constructeur relancer la fabrication de PC, de tablettes, de téléphones. Certains ont essayé. Oui, des fondeurs de puces, etc. Ouais. Certains ont essayé, n'y arrivent pas. Il n'y a pas le financement. Il faut être clair. En France, personne n'est capable de mettre 300, 400, 500 millions pour aller refaire des PC français. Quand ça existera, bon, peut-être qu'on reverra de la souveraineté. Et encore, je parle que de l'approche poste de travail, mais il y a tout ce qui est serveur derrière, carte graphique, microprocesseurs. L'industrie des microprocesseurs en France, bon, on sait ce qu'elle est. Alors, je ne veux pas vous démoraliser, ce n'est pas l'objet, mais vous m'avez titillé sur le sujet de la souveraineté. Alors maintenant, on va revenir sur le sujet de la résilience et sur le sujet de Nice 2. Alors, sur le sujet de Nice 2, en fait, le problème du décret d'application en France, en ce moment, et pourquoi il n'a pas été encore voté, et pourquoi il a déjà fait un aller-retour au Sénat, mais il faut qu'il repasse à l'Assemblée nationale. C'est parce que le ministère de l'Intérieur s'y oppose. Parce que dans Nice 2, alors l'article 16A de Nice 2, pour ceux qui sont un peu puristes, vous avez sur la dimension technique et technologique l'obligation de faire du chiffrement de bout en bout, en fait, de tout ce qui transite sur le numérique. Or, le ministère de l'Intérieur s'y oppose parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir lire ce qui passe sur les réseaux, pour des raisons de sécurité, pour tout un tas de raisons. Et là, ça pose un problème, et c'est pour ça que le ministère de l'Intérieur s'est opposé jusqu'à présent à ce qu'on puisse, en fait, mettre en application Nice 2 tel que c'est défini, en fait, dans la réglementation européenne. Donc, il y a évidemment des adaptations qui ont été en cours, mais là, il y a de grands débats entre l'Assemblée nationale, le ministère de l'Intérieur et le gouvernement sur cet article 16A, à savoir qu'est-ce qu'on fait du chiffrement. À un moment, il était évoqué de mettre en place des backdoors pour le gouvernement, donc que pour les services de renseignement puissent accéder à l'information. Sauf que vous comprenez bien que s'il y a une backdoor et que vous pouvez y accéder, personne ne peut vous garantir que la backdoor elle est bien sécurisée. Et donc en fait on rentre dans une espèce de problématique où finalement le législateur, et mon ami Philippe Latombe, qui est député à l'Assemblée nationale, d'ailleurs qui siège au conseil d'administration de la Fédération française de la cybersécurité, s'est opposé, s'est mis vent debout contre ces sujets de backdoor dans les systèmes d'information, parce qu'il faut absolument qu'on puisse, ne serait-ce qu'au niveau de la protection du citoyen, garantir en fait une sécurisation des échanges de bout en bout. Et donc ça, c'est une vraie problématique sur la transposition de Nice 2. Mais comme vous le disiez, Nice 2, ça va arriver. De toute façon, c'est planifié là pour juillet. Et on n'a pas 9 mois en fait pour se mettre en conformité. Les 9 mois, ils ont démarré déjà il y a 2 ans. Ils ont démarré en 2024 parce que Nice 2, ça date de 2024. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on se retrouve un petit peu comme avec la RGPD. Alors la RGPD, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde connaît la RGPD, mais moi je suis très surpris. Je parle avec beaucoup d'entreprises dans l'industrie, dans les technologies, dans tous les secteurs d'activité. Et très souvent, je leur dis, mais vous savez que dans Nice 2, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez reprendre de votre dossier RGPD. Avez-vous votre dossier RGPD, qui est une obligation? La CNIL contrôle, met des amendes extrêmement salées. Et là, on me regarde et on me dit, mais c'est quoi RGPD? Alors ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier. Hein. C'est pas une blague, ce que je vous raconte. On dit, oui, on en a entendu parler, mais c'est quoi le dossier RGPD? Et je vous dis, mais est-ce que vous avez un DPO? Grand blanc, pas de DPO. Est-ce que votre président a nommé un DPO? On ne sait pas. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, toutes ces réglementations, elles sont plus ou moins déclinées. On les fait un peu au rabais. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est le changement de paradigme. C'est-à-dire qu'avec la RGPD, bon, on prenait une amende, on s'en sortait. Avec DORA ou avec Nice 2, on passe sur une dimension pénale où le chef d'entreprise va se retrouver au tribunal à partir du moment où il y aura une cyberattaque qui n'aura pas mis en place les mesures. Et en fait, et je finis avec ça, les dirigeants, mais aussi les équipes peuvent être impliqués. C'est-à-dire que je suis DSI, je suis RSSI, je ne pourrais pas dire, mais attendez, ce n'est pas de ma faute. Vous allez être responsable. Et ça, c'est un grand changement dans l'approche. Alors justement, dans ce cadre-là, comment on va pouvoir impliquer le dirigeant
à la fois pour lui faire remonter avec une certaine transparence les différents travaux qu'on a pu faire, alors avec des solutions locales, globales, transversales, et en même temps, comment est-ce que lui, on va lui faire comprendre qu'il y a finalement une responsabilité qui peut être pénale, en fait, qui est engagée, et qui doit vraiment comprendre les choses, en fait. En fait, Donc il nous reste 7 minutes, donc après on conclura sur... donc on a commencé ça avec une démarche 27001, où dans la démarche certification 27001, donc nous on a fait une démarche full scope 27001, Ouais. les dirigeants sont déjà fortement impliqués. Il n'y a pas la dimension pénale, Oui. Sinon on n'est pas mais- certifié. Ouais, ça. mais ils sont fortement impliqués. Et donc là, il faut juste rajouter à cette couche-là la partie pénale. Et effectivement, la partie pénale, ça parle. Ouais. Quoi. C'est celle qui sera Ça un peu parle. plus Et localisée. on a des exemples, puisqu'il y a des choses qui sont arrivées aux États-Unis sur le système électrique, où les dirigeants d'entreprises électriques ont été pénalement impliqués. Et donc on sait expliquer ce qui peut se passer. Parce qu'on a des exemples. Alors, à se souvenir aussi, lorsqu'on dit qu'on rapproche 27001 avec le... Il y a du bruit. Avec le NIS2, c'est que l'ENISA, dès le départ, il y a 2 ans, en fait, disait que pour construire le NIS2, on avait mis à peu près 80% du 27001, 30 ou 40% de Cobit, etc. Alors, la somme ne fait pas 100%, parce que pour chaque ligne, on peut avoir des éléments. Et donc, tout ça, on le savait. Et aujourd'hui, alors après, il nous reste 5 minutes, on pourra peut-être parler un petit peu de récifs aussi, des différentes cartes qui sont sorties par l'ANSSI, un peu comme ça, là. Mais bon. Alors je taquine un peu, mais moi je suis assez surpris quand même qu'on ait des cartes moi, un je suis peu pas génériques surpris. là. Mais moi, je ne suis pas surpris C'est de parce la que quand communication, on ça. reprend un peu l'historique, alors Récif, pour ceux qui ne sont pas au fait du sujet, c'est en fait la directive NIS 2 française. Ils ont appelé ça la référence Récif, référence cyber française. Donc Récif, ok. Mais alors moi, je vais revenir sur la 27000. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a eu des débats à Bruxelles, il y a déjà 5 ans de ça, il y a eu en fait une grosse, alors là on est entre nous donc on peut se le dire, hein, vous filmez pas bien sûr, mais il y a eu une grosse bataille en fait entre le lobby des cabinets de consulting qui voulaient absolument que l'on pousse vers de l'ISO pour NIS 2. Et en fait ce sont les représentants des différents secteurs de l'État, pas qu'en France, qui s'y sont opposés parce qu'ils ne voulaient pas laisser un champ libre aux cabinets de conseil avec des tarifications libres. Et ils se sont dit, si on impose une réglementation et qu'on donne les clés du camion à des cabinets de conseil, ça va coûter des fortunes, ça va juste engraisser les cabinets de conseil et on n'est pas sûr du résultat. Et en fait, elle est là l'origine, si je puis me permettre, de pourquoi il y a des éléments de l'ISO 27000, mais ça n'est pas l'ISO 27000. Moi, je connais très bien l'ISO 27000 aussi. Oui, il y a un écart. NIS. Hein. Il y a un écart. Alors, il y a des zones de recouvrement, c'est normal. On parle de cyber, à un moment, il faut appeler un chat un chat. Donc la cyber, on peut l'approcher par l'ISO 27000, on peut l'approcher même par l'ISO 9001, pour ceux qui font de l'ISO 9001. Qualité de service, qualité et continuité des services. La RGPD, il faut savoir qu'il y a 17 règles CNIL de cybersécurité dans la RGPD. Et donc toute la difficulté, en fait, ça va être de piocher dans l'existant et de remettre tout ça en musique sous la casquette NIS 2. Et la difficulté, elle est là parce que dans NIS 2, il y a beaucoup de gouvernance quand même, beaucoup de responsabilités et surtout, il y a du suivi. Et la difficulté, ça va être vraiment, il y a vraiment de différents piliers. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de NIS 2. Il y a 4 grands piliers pour les chefs d'entreprise sur lesquels il va falloir qu'ils se reposent. Mais surtout, la difficulté, ça va être de mettre en place des KPI. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment suivre ce qu'apporte la norme, ce qu'apporte en fait la réglementation, et qu'on puisse mettre des indicateurs de suivi et de ce que ça apporte pour l'entreprise. Et oui, de suivi et de réaction aussi. Complètement. C'est ce qu'il va y avoir. Réaction, alerte. Il y a aussi toute une partie alerte. Ouais, l'alerting, le suivi des incidents, la remontée, la conso. Vulnérabilité critique. Voilà. Donc, toute cette partie-là aussi, elle ne va pas être simple. Et en plus, elle va bouger. Parce qu'aujourd'hui, les alertes sur NIS 2, c'est vers l'ANSSI. Et demain, ce sera vers les NISA. Ouais. Oui, après, c'est consolidé. C'est ce qu'on a déjà du côté bancaire assurance en fait sur Dora avec la conso. Et c'est ce qu'on a côté CRA. Voilà, donc il faut faire les fichiers JSON là et puis paf, 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 les envoyer quoi. C'est ça. Je peux rajouter un mot, on a encore... Vas-y. J'ai encore 2 minutes. Encore 2 minutes. Allez, 2 là, minutes. On peut commencer à conclure. Ouais, là. mais bon, il va falloir qu'on enlève les interludes et autres.
pour revenir simplement sur la dénomination REF 6, ou 6REF, pardon, je me mélange moi-même maintenant. Moi, j'appelle ça NIS 2, tout simplement. Le référentiel Cyberfrance. Cyberfrance. Non, c'est sympa. Le vrai sujet qui va venir derrière ça, c'est qu'on a encore d'autres réglementations européennes, et on a commencé à le dire, qui vont entrer en vigueur. On en a à peu près 4 ou 5 supplémentaires qui arrivent. On a le e-Privacy Act, on a le CRA, le Cyber Resilient Act, on a également la réglementation sur l'IA Act. Et donc, vous en avez encore 4-5 comme ça qui arrivent. Et donc là, ils sont en train de se pencher à Bruxelles pour savoir comment est-ce qu'on peut mettre tout ça sous un même chapeau. Ils appellent ça l'omnibus, d'ailleurs. Donc, ils sont en train de travailler dessus. Je ne sais pas quel va être le résultat, puisque la charmante députée qui s'occupe de ça est l'ancienne lobbyiste de Google. Donc, bon, on verra ce que ça donnera en termes de souveraineté. Mais bon, il faut appeler un chat un chat. Moi, vous savez, j'ai pas ma langue dans ma poche. Donc, il faut bien mettre à un moment les choses sur la table. Mais ce qui va être compliqué, c'est pour les entreprises. Parce que la RGPD, on remonte en 2018. On va bientôt à 10 ans de RGPD. Vous avez des entreprises qui ne sont pas encore en conformité. C'est le cas, oui. Vous avez la DORA, vous avez NIS 2, vous avez le e-Privacy Act, vous avez tout un tas de réglementations. À un moment, quand vous êtes un chef d'entreprise d'une PME, vous dites écoutez, je vais aller me reposer parce que c'est pas la peine. Vous dépensez tellement d'argent pour finalement des réglementations qui vous apportent pas grand-chose. Parce que, en fait, et ça c'est un vrai sujet, c'est comment transformer en fait toutes ces mises en conformité en avantages compétitifs. Ceux qui arriveront à le faire seront les vainqueurs de ces challenges. Alors c'est ce qu'on espère tous. Donc là, il nous reste quelques secondes pour ajouter quelques éléments de conclusion. La vraie difficulté, c'est quand on est dans des périmètres internationaux, comment on reste compétitif, effectivement, parce que NIS 2, c'est spécifique à l'Europe. Oui. On retrouve des bouts de réglementation un peu partout, mais ça reste quand même quelque chose de spécifique à l'Europe. Et donc ça induit des coûts sur nos processus de fabrication, sur notre système, que d'autres entreprises n'ont pas quand elles sont ailleurs dans le monde. Et voilà, donc là, on a une certaine tension entre des réglementations ou techniques ou managériales qui sont plutôt européennes. De notre côté, de l'ISO qui est poussé à l'international. Peut-être aussi des pays européens qui disent « oui, mais l'ISO, ça va favoriser les cabinets de conseil. Ne les favorisons pas. » Par contre, comment on s'y prend en pratique ? Ça reste à faire, en fait. Et puis, il faut être assez vigilant puisque, quand même, les dirigeants sont responsables, même pénalement, de ce sujet-là. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous trouver. On a fini notre temps d'antenne, là, donc il va falloir qu'on libère. Merci beaucoup d'avoir été présent.